Chicago, 1919. La fin de la Première Guerre mondiale a permis un essor économique incroyable. Cet effet se fait particulièrement sentir dans les grandes villes. Chicago ne fait pas exception à la règle. Cette forte croissance économique donne alors lieu à une explosion de l'industrie de construction, créant ainsi une pénurie de main-d'œuvre. Face à cette situation, les entrepreneurs engagent des employés qui détiennent moins de compétences que les ouvriers moyens pour finalement atteindre un niveau très élevé d'incompétence en 1921. C'était d'ailleurs le cas de Heavy Smith, Joe Tandlebank et Ted Norswick, alors engagés pour construire les fondements d'un édifice qui deviendra plus tard une des constructions les plus importantes du Chicago Museum Campus, le Shedd Aquarium. N'ayant jamais coulé de béton, ils ont beaucoup de difficultés à réaliser cette tâche. Heavy Smith, Joe Tandlebank et Ted Norswick étaient trois travailleurs qui n'avaient jamais coulé de béton auparavant. Et on leur a demandé de couler les fondements d'un très grand édifice de Chicago. Alors, la première chose qu'ils ont apprise, c'est qu'ils ne pouvaient pas rester les pieds dans le béton une fois qu'ils l'avaient coulé. Le résultat est accablant. Sans le vouloir, Smith, Tandlebank et Norswick restent coincés dans le béton. Toutefois, leur effort pour se sortir de cette situation amuse les passants et les travailleurs, qui se rassemblent rapidement autour d'eux. Les gens, les travailleurs autour commençaient à être très intéressés par cette scène-là. Les gens ont commencé à se moquer des trois travailleurs et plaçaient leurs bras et leurs mains dans toutes sortes de positions et leur faisaient jouer la comédie. C'est alors que George Philomeyer, un riche homme d'affaires de l'époque, reluque le potentiel de la chose. Il voit là le début de la marionnette humaine. C'est ainsi qu'il financera pendant plus de 8 ans le centre de recherche Philomeyer Corporation, composé des scientifiques les plus chevronnés provenant des 4 coins du monde, afin de mettre au point un prototype parfait de marionnette humaine. Les essais sont multiples. Les échecs innombrables. La plus grande difficulté fut certainement de donner voix à la marionnette. Le docteur Alex Emsley avait alors proposé l'idée de souffler dans l'œsophage de la personne. Ceci fut de loin la meilleure solution. Cependant, la personne se vidait souvent de tout son sang avant la fin de la représentation, ce qui empêchait de terminer le spectacle. Cette solution avait donc été abandonnée. C'est alors que Vic Triggerwood, un marin ventriloque, a la bonne idée de se placer derrière la personne et de faire sa voix. Le succès est instantané. Partout, les gens veulent voir le théâtre béton qui est à guichet fermé à tous les soirs. Broadway en fait alors sa principale tête d'affiche. Convaincu de pouvoir pousser l'idée plus loin, George Philomeyer stoppe les représentations et s'isole dans une résidence barbelée de l'est de la ville. Il a investi ainsi toute sa fortune dans de nouvelles recherches.
Vous parliez avant le début de l'émission que vous aviez travaillé pendant plusieurs années avec George Fillemeyer. Pouvez-vous nous dire quelque chose à propos de ce qu'il essaie de faire présentement? Bien, il vise à rester pratiquement 2 ans dans une maison enfermée. Et il cherche à développer de nouvelles idées. Tout le monde aimerait bien savoir ce qu'il essaie de faire présentement. La réponse est inconnue de tous. En grande pompe, le 4 septembre 1929, George Fillemeyer annonce la première du nouveau théâtre Béton. Mais personne ne vient à la représentation. Hélas, c'est la crise économique. George Fillemeyer, isolé dans sa résidence, n'a rien vu de tout cela. Il est ruiné et les théâtres sont désertés par la population. Sure. I think I'm gonna make a very long trip on the road. C'est ainsi qu'il s'enfuit en bateau vers les Grands Lacs, emportant avec lui toutes ses idées dans un coffre. C'est au milieu du lac Michigan qu'il va jeter par-dessus bord toutes ses idées, dans un geste symbolique, avant de s'enlever la vie. Après la Deuxième Guerre mondiale, le système économique reprend, mais sans le théâtre Béton, qui est déjà oublié. Puis, en 1999, le jeune Philippe Demeuville découvre sur le bord de la rivière des Prairies un coffre mystérieux. Il l'apporte immédiatement au musée archéologique de Montréal, où des scientifiques inspectent minutieusement le coffre. À leur grand étonnement, ils y découvrent alors toute la richesse du nouveau théâtre Béton. Le théâtre Béton allait enfin pouvoir se mettre en scène à nouveau. Aujourd'hui, grâce au petit Philippe Demeuville, des milliers de spectateurs de partout dans le monde peuvent observer le travail incomparable de George Fillemeyer, maintenant devenu une icône internationale en termes de créativité et d'acharnement.